they want. Comment Blade a créé le langage du cinéma d'action actuel. Bienvenue dans Stéroïdes, l'émission qui fait l'exégèse des gros bras. Redécouvrir le premier Blade aujourd'hui, c'est prendre conscience du fait qu'une star de l'envergure de Wesley Snipes manque cruellement au cinéma d'action. Enfin débarrassé des rôles typiques de la grande époque de sa gloire, l'acteur impose son charisme et son savoir-faire dans un projet à la croisée des genres, entre fantastique, cinéma d'arts martiaux, horreur pure et films de super-héros. Car il faut le rappeler, à sa sortie en 1998, Blade représente un pari relativement risqué. Catch you fuckers at a bad time. D'une part, il ne s'agit pas d'une formule éprouvée par les studios hollywoodiens. Ce n'est pas un pompage ringard de Die Hard comme Passager 57. Always bet on black. Ni un buddy movie retardataire comme Money Train. Oh, gee. Et encore moins un de ces high concepts qui volent bas comme le foireux Drop Zone. D'autre part, personne ne se souvient vraiment de ce personnage secondaire de la Marvel, dont le film se démarque franchement, et encore moins à une époque où les adaptations de comics au cinéma sont totalement grillées auprès des exécutifs des majors. Une preuve que le genre est vraiment moribond, même le tout-puissant Clint Eastwood, récemment oscarisé pour son œuvre, doit annuler son très excitant projet d'adaptation du Dark Knight Returns de Frank Miller, suite à la contre-performance de Batman et Robin au box-office américain. I hate when people talk during the movie. Bref, Blade avait tout pour être l'enterrement d'un genre, voire celui d'une vedette qui brille désormais plus volontiers dans les vidéoclubs que dans les salles obscures, et sur laquelle un petit studio comme New Line lâche encore quelques billets, sans forcément être certain de récupérer la mise. C'est tout le contraire qui va se produire. Fort de l'approche mature du scénariste David S. Goyer, dont le point de vue sur les adaptations de comics est relativement pointu pour son temps, Wesley Snipes peut composer avec ses propres envies d'acteur, mais aussi de véritables fans de comic book. Playing a comic book character is the best of all worlds, because anything goes. Create a different voice, create a different look, different sound, different way of moving with the talking. All the stuff very different from Wesley. Ok, mollo sur l'acteur studio quand même, Wesley. Il faut ainsi rappeler que la star a longtemps développé une adaptation de Black Panther avec le réalisateur John Singleton, et ce, bien avant que le personnage de T'Challa n'intègre le Marvel Cinematic Universe et soit étrangement considéré comme le premier super-héros noir à connaître une adaptation au cinéma. Black Panther opens next Friday and is breaking down barriers and it's making history. Marvel Studios' first black superhero movie. En se rabattant sur Blade, Wesley Snipes ramène ses propres références et celles-ci dépassent le tout venant du cinéma d'action hollywoodien des années 80 et 90. Grand amateur de cinéma asiatique, Snipes n'hésite pas à puiser son inspiration dans la gestuelle de Toshiro Mifune et Tatsuya Nakadai, et dans tous les Shambara et les films d'arts martiaux qu'il se tape en boucle pour donner à son personnage une stature de monolithe charismatique qui bute du vampire à tour de bras. Ce sérieux indéfectible, Wesley Snipes se l'impose même lorsqu'il s'agit d'interpréter n'importe quelle punchline, y compris la plus tarabiscotée, avec un aplomb tel qu'on pourrait presque croire qu'il s'agit d'une tirade shakespearienne. Some motherfuckers are always trying to ice skate uphill. Encore aujourd'hui, Blade reste une œuvre miraculée, dont le surprenant succès assure à Marvel sa première franchise cinématographique, tout juste 10 ans avant Iron Man et les prémices du MCU. Fort de ses acquis, la véritable révolution arrive cependant 4 ans plus tard, à la sortie de l'incroyable Blade 2. Remplaçant le réalisateur Stephen Dorrington, fâché avec New Line suite à la production houleuse du premier film, Guillermo del Toro s'accapare le projet pour imposer un véritable tour de force. Très rare exemple de la suite qui réussit absolument tout ce qu'elle entreprend,
Blade 2 dilue sa narration limpide et exemplaire dans ses scènes d'action absolument dantesques, et on en compte 3 différentes rien que dans les 20 premières minutes du film, mais aussi dans son approche tour à tour romantique et animale de la mythologie vampirique. En se basant sur les codes scéniques et dramaturgiques de la tragédie grecque, Guillermo del Toro pousse encore plus loin la fusion des genres, proposant un véritable travail d'équilibriste sans jamais lésiner sur le gore outrancier ni l'attitude la plus badass qui soit. You obviously do not know who you are fucking with. Et ce, sans jamais commettre la faute de ton qui pourrait le faire basculer dans une excroissance parodique du genre. I think that so often you hear someone is adapting a comic book movie and they think they're adapting a movie for retards. And in reality, it's an extremely sophisticated, extremely difficult, incredibly complex language that comic books have. And it's, for me, a form of art. Ce qui impose Blade 2 comme une œuvre véritablement expérimentale pour son époque, c'est le langage cinématographique novateur que Guillermo del Toro puise dans son expérience de lecteur de comic book. Prenons l'exemple d'une bonne bagarre de comics. Ici, l'artiste doit décomposer le mouvement de son personnage à travers plusieurs cases afin de suggérer une action continue, à la fois fluide et dynamique. Au-delà de la pause et des onomatopées qui suggèrent un sentiment de puissance au lecteur, ce sont les indications du mouvement qui induisent le véritable sens de l'action. En alliant la technologie encore balbutiante des doubleurs numériques à une philosophie de mise en image intitulée L-Cam, comprendre la caméra libérée, le réalisateur et son équipe conceptualisent des plans uniques qui décomposent justement la dynamique de ce même mouvement dispersé sur diverses planches de comics pour les recomposer en une seule et même action continue à l'écran. Sidérantes de dynamisme et d'inventivité, ces images sont tout simplement inédites à l'époque de la sortie du film. Pas tant dans leur ébouriffante des mesures visuelles, puisque des procédés comme le bullet time de Matrix ont indiqué la marche à suivre, mais bel et bien dans leur inhérente conceptualisation. Cette approche novatrice que Guillermo del Toro parvient à retranscrire sur grand écran, ce n'est finalement, ni plus ni moins, que son ressenti de lecteur de comics, qu'il adapte avec une réelle virtuosité aux impératifs de la narration cinématographique. Et tout cela en damnant le pion au formidable Spider-Man de Sam Raimi, à quelques semaines seulement de sa sortie en fanfare. Suite à la sortie consécutive de ces deux mastodontes du genre, d'autres cinéastes ont bien tenté de s'approprier le langage du comic book au cinéma, sans forcément prendre en compte la nécessité de respecter le sens de la lecture, soit le point de liaison entre mise en page d'une bande dessinée et découpage cinématographique. Someone has mixed an Amazing Spider-Man in with the Peter Parker The Spectacular Spider-Man series. This will not stand. Ainsi, pour son étrange adaptation de Hulk, Ang Lee opte pour l'emploi du split screen multiple, induisant de cette manière qu'un lecteur de comics lit absolument toutes les cases d'une page de BD en même temps. Robert Rodriguez copie des planches entières de Sin City de façon si servile qu'il ne se rend absolument pas compte qu'il dénature totalement leur sens esthétique et de fait leur impact viscéral. Enfin, par l'usage intempestif de zoom numérique absolument terrifiant de ringardise, Zack Snyder nous démontre qu'il a d'abord lu le 300 de Frank Miller en dodelinant de la tête dans son rocking chair avant de décider de l'adapter mollement sur grand écran. Ces divers faux pas n'empêchent absolument pas les adaptations de comic book de s'imposer de manière quasi industrielle, comme le genre le plus populaire de la décennie passée. Marvel parvenant ainsi à transposer n'importe quel personnage, même le plus obscur, avec un succès garanti. Le prix à payer de ces innombrables productions manufacturées, une absence flagrante d'enjeux narratifs et par la force des choses artistiques, doublée d'une réelle uniformisation du genre. Par sa puissance, sa virtuosité, son sens de la tragédie et aussi, mais surtout, par son approche révolutionnaire, Blade 2 reste donc la démonstration évidente qu'une véritable impulsion créatrice est primordiale pour paver la voie à une industrie tout entière, même quand celle-ci a depuis longtemps oublié l'essence du mouvement artistique dont elle s'inspire.
À quand la prochaine étincelle? Abonnez-vous les gars, sinon Ben Affleck menace d'incarner un autre super-héros. Faudrait pas le mettre en colère quand même.